Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Cette semaine, on vous présente la Kia K4. Lorsqu'on pense au segment des compacts, on pense à la Honda Civic, la Toyota Corolla ou encore la Mazda 3. Mais est-ce que la Kia K4 a ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs de son segment? Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandé par CA Québec. Alors, design moderne pour cette voiture, que ce soit la carrosserie ou l'intérieur, mais sous le capot, c'est tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Donc, je dirais même peut-être de l'ancienne technologie. Donc, tu sais, parce qu'il n'y a aucune forme d'hybridation, par exemple. Non. Bien, effectivement que les leaders du segment ont tous une version à motorisation hybride et on les multiplie, là, chez Honda, chez Toyota notamment, aussi chez Hyundai. Et c'est curieux, par exemple, qu'on n'ait pas pris la motorisation hybride de l'Elantra qu'on aurait pu greffer à cette voiture-là. Parce que les gènes de la K4, ce sont ceux de l'Elantra, là, clairement. C'est le même châssis. Il y a beaucoup d'éléments qui sont partagés. Les deux moteurs à essence qu'on propose, c'est aussi offert dans l'Elantra. Dans le cas de la GT qu'on a ici, bien, c'est la N-Line chez Hyundai. Et sinon, bien, le moteur de base, c'est un 2 litres, 147 chevaux, Ouais, 132... c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup de puissance. C'est 132 livres-pieds de couple aussi, alors c'est très faible. Ouais. Mais jumelé avec une boîte CVT, ça fait un travail efficace pour une consommation qui est très raisonnable. Ici, ça grimpe un peu plus en consommation, mais on a plus de punch. Oui, c'est ça. 190 chevaux, 195 livres-pieds de couple. Évidemment, la boîte de vitesse aussi à 8 rapports. Elle est peut-être un peu lente aussi à rétrograder. Mais je la trouve mieux adaptée que la précédente transmission à double embrayage qu'on avait dans la Forte. Et ça, pour moi, c'est un avantage parce que le rendement énergétique est amélioré et c'est moins saccadé comme rendement. Tu sais, chez Volkswagen, les boîtes double embrayage sont efficaces. Mais chez les Coréens, pas tant. Oui, ça, ils ne maîtrisent pas ça encore, ça, c'est sûr. Ouais. Aussi, la différence aussi, parce qu'on a le modèle turbo, la suspension arrière, évidemment, suspension arrière multibras plutôt que la poutre de torsion. Ça, je pense que ça fait une petite différence pour ce qui est de la tenue de route. Bon, évidemment, c'est une voiture qui est compétente pour ce qui est de la tenue de route, on va le dire comme ça. Ouais. Mais c'est pas du tout sportif comme une Civic ou comme une Mazda 3 peut l'être, par exemple. Non, mais en même temps, qu'est-ce qu'on cherche dans une berline compacte? On cherche l'équilibre. Et je trouve que cette auto-là l'offre bien. Tu sais, dans le passé, la Forte, sans dire que c'était le parent pauvre du segment, ben on avait quand même l'impression d'un second violon. Là, on joue avec les grands et on a un produit extrêmement sérieux pour rivaliser avec les meneurs du segment, du moins si on regarde une motorisation à essence traditionnelle. Il faut pas oublier un truc, si jamais on souhaite avoir une voiture électrique, ben Kia la propose aussi avec le V4 depuis peu. Alors, on joue sur deux terrains avec deux berlines compactes. On l'offre aussi en hatchback depuis peu. Et ça, pour moi, c'est un autre avantage parce que tu peux avoir le choix de la berline traditionnelle ou d'un modèle à haillons. Et au coup d'œil, je trouve que la K4 hatchback, elle est magnifique, drôlement plus jolie que la berline. Ça, c'est moi personnellement, mais ça prenait une berline pour le marché nord-américain, on le sait. Du moins pour les acheteurs de voitures qui cherchent un modèle à essence traditionnel, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'hybride, on n'a pas d'hybride rechargeable, on n'a pas d'électrique non plus. Mais en contrepartie, Kia va proposer aussi le V4 qui est une berline électrique. Et ça, c'est un avantage par rapport à la compétition, là. Honnêtement, l'autre truc que je trouve intéressant avec la K4, c'est l'habitacle. Parce que quand tu prends place à bord d'une Civic ou particulièrement d'une Corolla qui a énormément vieilli, ben tu te retrouves ici à bord d'une voiture drôlement plus moderne avec plus d'espace, de dégagement, de technologie. Surtout, Moi, ce qui me frappe, c'est véritablement l'habitabilité de cette voiture-là. Là, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de dégagement à l'avant comme à l'arrière. Pour ce qui est de la présentation intérieure, bon, évidemment, Hyundai, Genesis, Kia, maintenant, on voit sur tous les modèles ou à peu près. Le même écran. Exactement, cette large dalle numérique. Il y a juste peut-être un petit bémol, par contre, c'est que tu as deux écrans qui sont séparés par un plus petit écran ici de 5 pouces pour les commandes la climatisation, que tu vois pas parce que le volant est juste devant. Donc, et c'est une erreur qu'on répète chez Kia parce qu'on l'a vu dans le EV9, par exemple. On le voit dans d'autres produits Kia et on répète cette erreur-là ergonomique dans la K4. C'est un petit peu décevant. Au moins, on a les touches de base qui sont physiques à la base de la planche de bord, mais pour y aller plus spécifiquement, tu n'as pas le choix de contourner le volant pour aller jouer avec certaines touches. Effectivement, que ça, c'est pas totalement réussi. Mais
Console centrale, tu vas avoir beaucoup d'espace de dégagement, chargeur par induction pour téléphone cellulaire. Tu as les prises USB-C pour la recharge ou évidemment pour la connectivité avec l'écran multimédia. Donc, c'est vraiment polyvalent comme habitacle pour une berline qui a une vocation quand même économique. Ouais. Et il faut dire aussi que dans le modèle turbo GT Line que l'on a ici, qui est le modèle le plus équipé, c'est aussi la dotation d'équipement. Parce que siège chauffant, siège climatisé, volant chauffant également. Oui, siège à mémoire. Exact. Du cuir synthétique, cuir 2 tons, ça donne une petite touche intéressante sur le plan visuel aussi. Meilleur système audio. Effectivement qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette voiture-là par rapport au prix. Et si tu regardes le rapport prix-équipement d'une Kia K4 GT Line versus un équivalent chez la compétition, on est vraiment dans le coup. Il ne faut pas oublier un truc non plus, on a différents modes de conduite, un autre élément qui ne servira pas. Et au final, si on compare évidemment avec la Kia Forte, qui était le modèle antérieur à celui-ci, cette voiture-ci remplace la Forte. Cette voiture-ci est plus confortable, peut-être plus facile à vivre au quotidien. Mieux insonorisée, exact. Plus stable sur autoroute. Je la qualifierais de meilleure routière de façon générale parce que l'autre voiture avait des petits défauts au niveau de la conduite, une direction qui n'était pas très précise, une voiture qui était plutôt ennuyante à conduire, qui faisait un bon travail, là. Mais ici, on passe à l'étape supérieure et on a un double mandat, il ne faut pas l'oublier, c'est que la K4 vient jouer aussi le rôle d'intermédiaire par la disparition de la K5 qui n'est plus offerte depuis l'année dernière. Alors, cette voiture-là va aller chercher une double clientèle dans la mesure où il restait de la clientèle pour acheter une K5. Bon, ça, c'est une autre histoire. Avant de signer pour une garantie prolongée, compare les durées, les options et les couvertures offertes. Chaque plan est différent et choisir le bon peut éviter bien des mauvaises surprises et beaucoup d'argent. Jesse, on sait que pour les Kia et Hyundai, on recommande un entretien aux 3 mois, ce qui est supérieur à la moyenne. Est-ce que c'est encore le cas pour 2026? C'est une très bonne question. Puis la bonne nouvelle, c'est que Kia s'est aligné avec les compétiteurs et maintenant, la K4, il faut la faire entretenir une fois par année ou aux 13 000 km. Donc, c'est pas mal mieux. Et c'est d'ailleurs un avantage pour les gens qui roulent pas beaucoup parce qu'on se retrouvait à remplacer de l'huile qui était parfois encore très bonne, là. Et c'est aussi un avantage par rapport à la Hyundai Elantra qui, avec la même mécanique, exige encore des entretiens à chaque 6 mois ou 8 000 km. La fréquence, c'est une chose, mais évidemment, il y a le prix qui peut varier d'un atelier ou d'une région à l'autre. Et ça, c'est l'occasion de rappeler qu'on peut aller où on veut pour faire entretenir son véhicule. C'est bel et bien écrit dans la loi. Donc, tant qu'on obtient une facture détaillée, qu'on la conserve et qu'on respecte le calendrier d'entretien. Et pour choisir son atelier, bien, on peut aller avec un garage du coin, on peut aller avec un garage de confiance et on peut aussi se fier aux garages recommandés CA Québec là, qui sont très bien outillés pour offrir ce genre de service-là. J'aime ça, Mathieu, de regarder, analyser l'environnement de la K4 et constater qu'il y a beaucoup de similitudes avec celui de ton EV9. Il y en a beaucoup, en fait. Bien, à commencer par le système d'écran, évidemment, ça frappe à chaque fois qu'on s'assoit dans un véhicule. C'est identique, en tout cas, à quelque chose près. J'aime les écrans comme ça qui sont horizontaux parce que la vue est dégagée. Je trouve que c'est un bel élément de design. Et tu remarqueras qu'on a changé le système de boutons. On est revenu avec des systèmes de boutons pression et pas une espèce d'hybride entre les deux sur lequel on a un retour haptique. Je préfère de loin ce qu'on a ici. Par contre, j'en aurais profité pour changer le bouton volume, jouer avec le bouton de son. Oui, c'est ça. C'est pas dans ce sens-là. Puis quand tu pèses trop fort, ça fait sourdine ou ça éteint. Bref, c'est pas vraiment ma préférence. Mais sinon, il y a des trucs qui sont le fun, tu sais. Le système de recharge qui est ici est franchement intéressant parce que, et c'est pas tout le monde qui comprend nécessairement les pictogrammes, mais on peut simplement recharger à l'aide d'un fil ou encore utiliser la recharge, mais aussi l'échange de données
pour pouvoir utiliser, par exemple, tantôt Android Auto ou Apple CarPlay. Ouais. Dans quelles circonstances c'est pratique? C'est que si vous avez un appareil d'un passager qui doit être branché pour être rechargé, eh bien, Ben, il ne se mêlera pas avec le vôtre qui, lui, est appareillé. en plein Ouais, ça, ouais. on a simplement activé la recharge seulement. C'est comme si Kia essayait de mettre le maximum de technologie possible pour le prix du véhicule. Je trouve ça quand même assez intéressant. Bien, il y en a beaucoup pour le prix. Évidemment que c'est le modèle haut de gamme, le GT Line. Les sièges chauffants, sièges ventilés, Ouais. volants chauffants, éclairage d'ambiance, 64 couleurs, les écrans avec beaucoup de technologie à bord, une attention aux détails qui est assez particulière. Mais évidemment, si tu choisis une version LX de base, tu as quand même des éléments très impressionnants sur le plan technologique par rapport à si tu achètes une Corolla, une Civic, par exemple. Absolument. Et les petites étoiles sur le volant et juste ici sur le tableau de bord, Ouais. c'est tu peux paramétrer ce à quoi ça va servir. Donc, est-ce que tu veux avoir, par exemple, directement accès à un Apple CarPlay ou à ton menu original? Est-ce que tu veux avoir accès aux informations météo? Donc, ça, je trouve ça le fun de pouvoir toi-même paramétrer ce qui est important sur tantôt ton volant, tantôt sur ton tableau de bord. Une sorte de personnalisation que je déteste pas. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Les constructeurs coréens sont depuis plusieurs années très compétitifs au niveau du prix et la Kia K4 ne fait pas exception. Vous pouvez vous en procurer une à partir de 26 567 et la gamme monte jusqu'à 37 367 soit le prix du modèle GT Line qu'on a mis à l'essai aujourd'hui. En financement à 72 mois, on parle d'environ 637 par mois, taxes incluses, et en location 48 mois, avec 20 000 km par année, on parle de 588 par mois. Si je dis que la K4 est compétitive, c'est pas qu'elle est moins chère que les autres. En fait, elle se situe dans la moyenne des prix de son segment. Mais elle offre une technologie très complète avec une plus longue garantie, ce qui fait d'elle un excellent rapport qualité-prix. Au niveau de sa rétention de valeur sur le marché de l'occasion, si on regarde la Forte qu'elle remplace, c'est un modèle qui a conservé une valeur de revente honnête et a démontré une fiabilité généralement satisfaisante. C'est difficile de prédire si la K4 suivra exactement le même parcours ou plutôt celui de la K5 qu'elle remplace aussi. Mais j'aurais tendance à penser qu'elle suivra la tendance de la Forte, puisque le segment des petites berlines abordables reste un segment en demande dans l'occasion, alors que la K5 était une grande berline beaucoup moins populaire chez nous. Que ce soit en location ou en financement, la K4 représente un bon choix. Cela dit, avec les programmes actuels, le taux d'intérêt est plus avantageux en financement, donc c'est l'option que je recommanderais pour le moment. Est-ce que le mode éco d'un véhicule permet de faire de vraies économies? Quand il est activé, le moteur tourne moins vite, la puissance est réduite et l'accélération plus lente. Ça contribue à économiser du carburant, oui, mais c'est pas magique. Si vous pesez plus fort sur l'accélérateur pour compenser, vous perdez l'efficacité. Bon, les gars, c'est l'heure du débat. Avec les véhicules qui augmentent en prix année après année, les gens se tournent vers les compacts. Puis on se demande, est-ce que la K4 a ce qu'il faut pour rivaliser avec les plus populaires dans le segment des compacts? Pour ma part, je suis un grand fan de véhicules compacts. Je trouve que chez Kia, on prend des modèles de base, on les équipe très bien. Mais je trouve qu'au Québec, on a encore cette peur-là des véhicules coréens. Je le sens avec nos lecteurs qui nous disent, ils n'ont pas tout à fait de confiance encore, mais on est très agressif dans le prix. Il manque quelque chose, par contre, du côté de la K4, puis c'est un modèle hybride. Bien, en fait, la K4 a un design qui est polarisant en partant, mais malgré ça, on constate que les ventes sont au rendez-vous. Et si tu regardes ce qui s'est passé en 2025 sur le marché, et particulièrement au Québec, tous les modèles dans ce segment-là, à l'exception de la Sentra, qui était entre deux générations, ont vu leur vente augmenter. Même la Mazda 3, qui est une voiture qui a 6 ans d'âge maintenant, 7 ans d'âge même. Il y a une demande pour ces produits-là et l'offre est de moins en moins grande. Alors, c'est une belle occasion pour Kia que d'arriver avec un produit qui est complètement différent de la Forte, qui a toujours été un peu dans l'ombre de ses concurrentes parce que ça manquait sérieusement de personnalité. Et on ne peut pas dire que dans le cas de cette nouvelle génération-là, ce soit le cas. C'est une bagnole qui nous a beaucoup impressionnés. C'est pas un produit de passion, mais on va chercher des parts de marché importantes. Et c'est la preuve que la clientèle est plus rationnelle, se tourne vers des voitures qui vont coûter moins cher à acheter, à entretenir, à assurer, qui vont avoir une dépréciation plus intéressante aussi. Alors, c'est une voiture qui est super intéressante, qui se vend bien d'ailleurs, mais
le look ne plaît pas à tout le monde. Je pense que l'hatchback va aller chercher une partie de la clientèle qui n'aime pas la berline. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, Kia évalue très sérieusement la possibilité d'amener une motorisation hybride dans la K4, voiture qui n'est pas faite à la même usine que l'Elantra, mais qui exploite l'essentiel des éléments de l'Elantra. Et ce qui manque, c'est la motorisation hybride. Alors, on pourrait très facilement l'adapter à cette voiture-là. Et retiens ceci, c'est qu'en gardant les deux moteurs à essence qu'on a là, en amenant une motorisation hybride, avec en plus le V4 qui arrive sur le marché, on serait le seul constructeur à offrir une gamme complète de berlines compactes avec 3 types de motorisation. Et ça, pour Kia, ça serait un sérieux avantage. Le V4 qui est 100% électrique, évidemment. Et avec le modèle à haillons qui s'ajoute à ça. En plus, avec le modèle hatchback, dommage qu'on ne puisse pas avoir le V4 hatchback, évidemment, qui n'est pas fabriqué à la même usine et qui ne peut pas être homologué pour l'Amérique du Nord, mais rendu là, je te dirais que la gamme serait quand même super intéressante. C'est une voiture qui a beaucoup d'éléments pour convaincre, je pense. C'est tout à fait vrai, mais si on revient justement à cette berline K4 que l'on a conduit, c'est sûr, c'est une voiture qui a l'air très moderne quand tu regardes sa silhouette, quand tu regardes aussi son intérieur, mais qui a une mécanique qui est tout à fait conventionnelle. Quand tu regardes sous le capot, là, c'est un moteur 4 cylindres, c'est une transmission automatique, et évidemment CVT, pas... C'est exactement. Oui, donc, on était très conservateur là, exactement, sous le capot de ce côté-là. Donc, il n'y a pas, encore une fois, de motorisation hybride. La version hatchback, selon moi, est peut-être le modèle le plus intéressant. Curieusement, elle est un peu plus courte que la berline, mais je trouve que le look est parfaitement réussi là, dans le cas du modèle hatchback et ça ajoute une dimension en plus à cette gamme-là de modèles, parce que là, finalement, tu te retrouves aussi avec une voiture qui va concurrencer directement des choses comme la Mazda 3, par exemple, qui est disponible en berline et en version à 5 portes, et évidemment avec tous les autres modèles là, qui sont disponibles sur le marché dans ce créneau-là. Et ce que tu ne mentionnes pas, c'est que la K4 hatchback va être offerte dans une large gamme, pas juste le modèle de performance vendu à très fort prix. Tu vas vouloir un modèle d'entrée de gamme, tu vas l'avoir aussi avec la hatchback. Alors, je pense qu'on va réussir à se démarquer comme ça, comme c'est le cas chez Mazda, avec une Mazda 3 que tu peux avoir en version GX de base ou en version GT à moteur turbo et rouage intégral, là. Aussi, on a les habitacles hein, chez Kia, la même chose chez Hyundai. On se force aussi dans les véhicules de base pour offrir une finition qui est un petit peu plus relevée. Quand on pense au Honda Civic, au Toyota Corolla, par exemple, qui sont les plus populaires dans le segment, on n'a pas nécessairement le même niveau de finition dans les modèles de base. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis les gens doivent s'asseoir dans un véhicule comme ça pour un peu s'habituer là, à cette finition-là, puis voir comment c'est un petit peu supérieur à certains égards avec les grands rivaux dans le segment. En revenant, on va parler du verdict pour la Kia K4. Les gars, il y a beaucoup de choix dans le segment des voitures compactes. Est-ce que la Kia K4 serait votre choix numéro 1? Ce ne serait pas mon choix numéro 1. C'est une voiture pratique, rationnelle et tout. Mais personnellement, dans ce créneau-là, moi, j'ai un gros faible pour la Mazda 3, même si c'est une voiture qui est sur le marché depuis plusieurs années déjà, même si ce n'est pas aussi spacieuse qu'une Kia K4, par exemple. Mais si je pense, par exemple, avec la Mazda 3, dans sa version 5 portes à haillons, avec le rouage intégral, selon moi, ça, c'est une voiture qui est vraiment le fun à conduire, qui est vraiment une voiture aussi 4 saisons par excellence ici au Québec. Pas de problème de rouler avec ça en hiver, évidemment avec le rouage intégral. Donc, même si c'est une voiture qui date d'il y a plusieurs années, même si elle a un intérieur qui fait un petit peu vieillot, avec on n'a pas vraiment l'écran tactile complet, ces choses-là. Moins d'espace. Moins d'espace aussi. C'est encore une de mes voitures préférées pour la conduite, pour la dynamique. C'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire. C'est peut-être pas nécessairement ce que les gens recherchent principalement dans ce créneau-là, mais pour moi, ça me parle beaucoup. Antoine? J'aime beaucoup la Civic hatchback, surtout avec la motorisation hybride. La Civic hatchback a d'abord cet avantage d'avoir une belle ligne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Civic qui avait un peu de gueule. Alors ça me plaît. Beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est ingénieux comme environnement. Rendement énergétique de la Civic hybride, c'est super. Par contre, c'est hors de prix. C'est une voiture très coûteuse. Je te dirais que la K4 a cet avantage d'être beaucoup plus accessible en matière de prix. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui regarde son portefeuille,
de façon un peu plus serrée. Là, ça devient une voiture sérieusement intéressante. Je veux amener aussi la dimension performance, parce que celle qu'on a mis à l'essai, c'est la K4 GT à moteur turbo. Rendu là, mon choix, ça serait une Jetta GLE. C'est une voiture qu'on oublie, mais la Jetta GLE, boîte manuelle, au prix où elle est vendue, c'est pour moi une aubaine, une bagnole qui est vraiment intéressante, une routière, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la K4. Mais évidemment, si vous cherchez une voiture plus pragmatique, les modèles d'entrée de gamme chez Kia, c'est fantastique. Tu as une valeur intéressante pour le prix que tu paies, ça c'est clair. Moi, la Mazda 3, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle fait trop de compromis, donc elle s'adapterait moins à mon mode de vie. Je vais dans le sens de la Civic, mais berline, parce que j'aime cette configuration-là. Je trouve que la Civic, elle n'est plus abordable. Dans le temps, ça l'était. Maintenant, c'est plus le cas. Par contre, avec le modèle hybride, on a à la fois la performance, la frugalité. C'est un véhicule qui est complet de ce côté-là. Donc, même si j'aime beaucoup la K4, un peu pour les mêmes raisons que vous, l'abordabilité, la finition, puis c'est un véhicule qui semble bien construit et que je pense qu'il va vivre bien à travers les années, j'irai dans mon choix avec une bonne vieille Civic à 4 portes. La semaine prochaine à l'émission, on parle du Hyundai Ioniq 9.